retrouver comme chaque semaine dans le débrief. Le thème du débat aujourd'hui portera sur la croissance démographique en Afrique et son atout ou un facteur de sous-développement. Nous allons y apporter des réponses. Et en première partie, nous évoquerons les réalités socioculturelles liées à la démographie croissante plutôt en Afrique. Je vous rappelle que le thème du dernier sommet de l'Union africaine qui portait sur le dividende démographique reste un sujet à réflexion. Et en seconde partie, nous parlerons du modèle de développement adapté pour faire de cette croissance accélérée un atout pour le continent. Et pour en parler, nous sommes avec Djiby Diakhaté, professeur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et directeur de l'école doctorale de l'Institut africain de management IAM, et Limam Mactar Ndiaye, membre de la Croix-Rouge sénégalaise et animateur de la grande causerie sur la chaîne nationale sénégalaise, la RTS 1. Merci, messieurs. Merci. D'avoir répondu présent à notre invitation. C'est un plaisir de participer à ce débat, surtout que le thème nous semble être un thème particulièrement intéressant pour nous et pour le monde entier. Merci. Alors, nous allons commencer avec cette citation du président français Emmanuel Macron. Je cite, « La fécondité est un facteur de sous-développement du continent africain et les subventions destinées à doper la croissance économique seraient vaines car le problème du continent est avant tout démographique. » Qu'en pensez-vous, Djiby Diakhaté? Alors, je pense que nous sommes en présence de quelqu'un qui est en train de jouer son rôle. Ce qu'il faut savoir, c'est que précisément, nous avons entretenu avec la France historiquement des relations particulières qui ont conduit à la colonisation et qui nous installent aussi aujourd'hui dans un contexte de néocolonisation. La preuve, c'est qu'entre nous, pour communiquer, nous utilisons encore la langue de notre ancien colonisateur. C'est Jean-Paul Sartre qui affirme quelque part qu'entre les colonisés, le colon s'est arrangé pour être l'éternel médiateur. Et comme les mots sont des idées, dit-il, quand le nègre déclare en français qu'il rejette la culture française, il prend d'une main ce qu'il rejette de l'autre. Il installe en lui comme une broyeuse l'appareil à penser de l'ennemi. C'est qu'aujourd'hui, nous avons un ancien colonisateur qui se positionne en colonisateur continu et éternel et qui pense que les problématiques qui traversent sa société devraient être d'une manière ou d'une autre reproduites dans nos propres sociétés. Ça veut dire qu'aujourd'hui en France ou en Europe de façon générale, le problème démographique est un sérieux problème parce que les gens ne mettent plus au monde des enfants. Aujourd'hui, vous avez la pyramide des âges, donc la pyramide démographique en Occident, avec une base rétrécie et un sommet qui est ouvert, qui signifie un vieillissement de la population et un manque de renouvellement de la population souche. Voilà aujourd'hui une des vraies problématiques de l'Europe. Alors, au même instant, on se rend compte qu'en Afrique, nous avons une pyramide démographique avec une base élargie, qui signifie la jeunesse de la population, une natalité qui est forte. Mais cette forte natalité, à mon avis, constitue un élément culturel important, un élément religieux important, l'imam reviendra là-dessus, mais en plus, un élément économique important. Parce que je crois qu'aujourd'hui, les économistes réfléchissent en termes de marché. Or, quand on parle de marché, on parle d'acteurs. Les acteurs deviennent de plus en plus importants au niveau du marché, donc capacité d'absorber tous les produits qui sont déposés au niveau du marché. Je pense, à mon avis, que la préoccupation de ce monsieur-là, qui considère que notre problème est un problème démographique, c'est quelqu'un qui règle ses propres problèmes à eux, en pensant qu'en réglant ces problèmes, les problèmes à leur société, ils sont en train de prendre en charge nos préoccupations. Mais il faut le dire, nous avons des problèmes qui sont totalement différents et des préoccupations. L'urgence aujourd'hui en Afrique est loin d'être une urgence démographique. L'urgence se situe ailleurs. Alors, Imam Mactar Ndiaye, partagez-vous les propos de Djiby Diakhaté? Oui, en partie, oui. Je dirais que vraiment, en fait, pour Macron, en Afrique, la croissance démographique est loin d'être, si vous voulez, un facteur de sous-développement. Vous savez, nous, en Afrique, nous avons notre propre réalité. L'Afrique a été toujours un continent où l'activité principale était l'agriculture, n'est-ce pas? Et nos ancêtres, si vous vous rappelez, optaient toujours pour la polygamie, n'est-ce pas? Et faisaient des enfants. Quand même, tu es dans une famille où un père de famille avait pratiquement plus de 20 enfants, n'est-ce pas? Et tout cela constituait, si vous voulez, un facteur de développement. En plus que l'agriculture était notre principale activité, n'est-ce pas? Et sur le plan religieux également, nous sommes des croyants, en particulier des musulmans. Et notre religion, qui est l'islam, en fait, nous incite, si vous voulez, à avoir des enfants. Parce que l'objectif premier, si vous voulez, du mariage est de faire des enfants, n'est-ce pas?
pour d'abord, non seulement pour avoir en fait une main-d'œuvre, mais aussi pour qu'au jour dernier, comme l'a dit le prophète Mohammed, je voudrais surpasser en nombre en fait les autres communautés. Donc, en aucun cas, nous en tant que religieux, nous allons dire que la croissance démographique est loin d'être, si vous voulez, un facteur de sous-développement. Les déclarations du président français Emmanuel Macron collent un peu à celles du président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso, Salifou Diallo, qui a aussi déclaré, je cite, « Nous sommes dans une situation de démographie non maîtrisée et nous ne pouvons pas espérer de développement avec une telle situation. Il est urgent de contenir la poussée démographique dans l'espace CEDEAO pour promouvoir un réel développement viable et durable. » Bon, lors d'une réunion à Ouagadougou avec les parlementaires de la CEDEAO qui s'est déroulée le 27 juillet passé. Les parlementaires, surtout le président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso et son collègue du Bénin, ils ont proposé de limiter à 3 le nombre de naissances. Bon, cela colle-t-il vraiment avec nos réalités socioculturelles? Oui, c'est des initiatives que nous contestons, que nous refusons en tant que religieux, n'est-ce pas? Vous savez, les questions liées à la natalité, en particulier même des problèmes, je dirais, de la contraception, sont des problèmes, si vous voulez, auxquels on doit faire très attention parce que ça touche à la vie, n'est-ce pas? Des questions extrêmement délicates et sensibles, parce que, vous savez, la vie humaine, elle est sacrée. Et d'ailleurs, c'est à cause de sa sacralisation, de son caractère sacré qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, dans un verset, il nous dit que quiconque sauverait une vie humaine, c'est comme s'il avait sauvé l'humanité tout entière. Et par conséquent, nous devons faire très attention par rapport donc à ces questions, si vous voulez, contraceptives, n'est-ce pas, de limitation des naissances. Voilà, professeur Djiby Diakhaté, bon, aller face à un Africain, principalement, si je prends l'exemple de la société sénégalaise, être en face d'une femme et lui dire qu'il faudrait limiter le nombre des naissances, quelle serait sa réaction selon vous? C'est en déphasage avec nos représentations, avec nos pratiques, avec nos croyances, avec nos mœurs, avec nos us et nos coutumes. C'est totalement en déphasage. L'imam a raison de dire que dans nos sociétés traditionnelles, on pratiquait essentiellement l'agriculture, l'élevage, la pêche. L'économie était essentiellement une économie rurale qui supposait une main-d'œuvre importante. Donc la main-d'œuvre n'a jamais été une gêne, au contraire, elle a toujours été un facteur de production important pour la communauté tout entière. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on parle de développement. Alors, de quel développement parle-t-on? Parce qu'en réalité, je crois que le type de développement auquel aspirent les Occidentaux est un développement qui est marqué par ce qu'on peut appeler son caractère matérialiste et qui renvoie plutôt au mal développement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fond, dans les pays occidentaux, vous avez suffisamment de ressources. Mais vous avez une répartition des ressources qui est mal faite. Qui fait qu'au total, il y a une minorité de la population qui s'accapare de l'essentiel des ressources disponibles au niveau de la communauté. Et vous avez une majorité qui doit bricoler des solutions de survie au quotidien. Aujourd'hui, on parle de pays développés dans ces pays-là, mais vous trouvez une partie de la population encore qui vit dans des difficultés. Dans le monde, nous avons des ressources. Vous prenez les pays comme les pays africains, on ne peut pas les considérer comme des pays pauvres. Lorsque dans un pays, vous avez une population qui est jeune, lorsque dans un pays, vous avez suffisamment de ressources du sol et du sous-sol, vous avez de l'eau, vous avez le soleil, etc. Lorsque dans un pays, il y a possibilité d'accéder au savoir et au savoir-faire, je crois que toutes les ressources sont disponibles pour s'organiser et créer un vrai développement. Les Occidentaux se sont rendus compte que leur modèle de développement à un certain moment n'est pas bon. En 1972, des économistes avaient créé en Europe et notamment en Italie ce que l'on appelle le Club de Rome. Et le Club de Rome parlait d'un développement mal géré, d'un développement qui va conduire à des catastrophes. Regardez le développement dont on parle aujourd'hui en Occident sur le plan des valeurs, qu'est-ce que cela crée? Oui. Et justement, cette détérioration des valeurs est en train malheureusement de se développer chez nous. Le monde se présentant de plus en plus, comme le dit Marshall McLuhan, comme un village planétaire. C'est-à-dire ce qui se passe ailleurs a tendance à se développer chez nous. Mais je crois que nous pouvons avoir, nous, notre propre conception du développement qui met l'accent sur l'humain. L'être humain a toujours été considéré comme un être sacré. Lorsque l'homme est présent, on considère que toutes les richesses du monde sont présentes. Lorsqu'il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de richesse. Le développement, ça se cristallise autour de l'être humain. Donc, je
Je crois que nous n'avons pas de ce point de vue-là de leçons à prendre aux autres, d'autant plus que le chemin qu'ils sont en train de prendre, qu'ils sont en train d'arpenter, eux-mêmes se sont rendus compte que c'est un chemin qui est mauvais. C'est un chemin qui conduit à la catastrophe. Aujourd'hui, ils ont des problèmes pour renouveler leur population. Aujourd'hui, c'est une crise des valeurs. Aujourd'hui, c'est des mariages contre nature qui sont en train de se développer chez eux. Alors, ils sont en train de nous dire, vous êtes très nombreux. En réalité, moi, je crois qu'un des problèmes qui se pose, ce n'est pas l'aide publique au développement, mais le problème, c'est l'immigration qu'ils veulent régler en disant diminuer votre population. Ne venez pas nous assiéger. Nous avons nos propres problèmes, restez chez vous. Alors, et la meilleure façon de faire en sorte que ces gens-là restent chez eux, c'est qu'ils n'existent plus. Mais en réalité, aujourd'hui, vous prenez le cas du Sénégal, nous avons le zircon, nous avons l'or, le pétrole, je crois que les prospections sont très favorables. Nous avons le soleil, ce n'est pas n'importe quoi le soleil. Nous avons l'eau, ce n'est pas n'importe quoi l'eau. Et nous avons une jeunesse de la population. Je crois qu'il s'agit de s'organiser, d'exploiter les ressources qui sont disponibles, mais une fois qu'on a fini de les exploiter, de procéder à une distribution équitable. Nous allons vous revenir sur ces ressources en Afrique. Il y a des Sénégalais qui se sont prononcés sur la question. Les avis divergent. Hein. Nous allons suivre l'élément. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord. Parce que non seulement ça ne cadre pas avec la réalité africaine, mais il faut que les leaders africains refusent de donc aussi appliquer systématiquement tout ce qui est proposé venant de l'Occident. C'est pas possible. Ils veulent limiter notre temps, mais nous n'allons pas l'accepter. L'Afrique ne fera qu'avancer avec ses enfants. Même les Occidentaux ne limitent plus les nombres de naissances, à plus forte raison que nous, Africains. Laissons les gens savoir le nombre d'enfants qu'ils veulent. Plus les enfants sont nombreux, plus notre avenir est assuré. Je ne suis pas d'accord avec ce projet. Djiby Diakhaté, vous parlez tout à l'heure de l'atout que constitue cette jeunesse pour le continent africain. Nous allons poursuivre avec Laurent Sina, consultant senior au cabinet Afrique Émergence. Il est revenu sur l'importance justement de cette jeunesse-là pour le continent africain, avant de revenir au débat. Il y a des pays qui l'ont fait. Actuellement, regardez leur pyramide des âges. Ils sont actuellement obligés de venir vers l'Afrique à la recherche de main-d'œuvre. Donc moi, je ne suis pas d'accord. Et je pense que le Parlement de la CEDEAO ne doit pas céder et ne doit pas voter une loi allant dans ce sens parce que c'est utopique et même c'est inimaginable. Nous avons suffisamment de choses à faire qu'on a besoin de main-d'œuvre. La jeunesse là. Maintenant, il reste maintenant à nos présidents africains de mettre les conditions pour utiliser cette main-d'œuvre jeune afin qu'elle ne devienne pas une bombe sociale. Parce que la jeunesse africaine, elle est mal utilisée, mais ce n'est pas le boulot qui manque. Il faut qu'on puisse créer les conditions pour les mettre au travail. Regardez combien de terres inexploitées qui sont ici en terre africaine. Pourquoi maintenant ces pays occidentaux font maintenant la course vers l'Afrique? Parce que c'est vraiment le seul continent qui a encore des réserves naturelles. Le travail est là, sauf que c'est donc aussi mal géré. Le problème, ce n'est pas une limitation des naissances, ce n'est pas possible, c'est faux. Ces propos rejoignent un peu votre logique. Je suis parfaitement d'accord avec lui, je suis d'accord avec le consultant. Je crois que c'est de cela qu'il s'agit. La jeunesse de la population, ce n'est pas une contrainte, c'est un atout. Maintenant, il faut que cette jeunesse, comme il l'a dit, je suis d'accord, soit formée, soit encadrée, soit accompagnée. Sinon, on risque d'avoir aussi ce phénomène des enfants de la rue. C'est un spectacle qui est hideux, que nous regardons tous les jours. Donc l'idée, c'est aujourd'hui, oui, nous avons une jeunesse de la population, c'est comment accompagner cette population jeune. Comment développer chez ces jeunes le savoir, le savoir-faire et la vertu du travail. Il a parlé du travail. Mais le travail, c'est une exigence religieuse. Dans la Bible, notamment dans la Genèse, Adam et Ève, ils étaient dans un jardin. Dieu leur avait interdit de toucher à un fruit. Le serpent un jour a dit à Ève, mangez le fruit. Ève a mangé et a commencé à être intelligente. Elle est allée dire à son mari, Adam, mangez le fruit, vous devenez intelligent. Adam mange et devient intelligent. Dieu les appelle tous les trois, le serpent, l'homme et la femme. Et la femme dit
à Dieu et à Adam, nous sommes nus, nous ne pouvons pas venir. Dieu leur dit, comment vous avez fait pour savoir que vous êtes nus? Et c'est comme ça que Dieu a sanctionné tous les trois en disant au serpent, tu seras l'animal le plus maudit des animaux de la terre, tu marcheras à plat ventre et tu mangeras de la poussière. Je créerai inimitié entre toi et les autres animaux de la forêt et les hommes te blesseront la tête par le talon. Dieu dit à Ève, puisque toi tu as poussé ton mari à manger le fruit, désormais tes désirs porteront sur ton mari et tu enfanteras dans la souffrance. Et Dieu dit à Adam, puisque toi tu as écouté la voix de ta femme et non ma voix, désormais c'est à la sueur de ton front. Donc le travail, que tu assureras ta nourriture tous les jours de ta vie jusqu'à ce que tu retournes à la poussière d'où tu fus pris, parce que tu n'es que poussière et tu retournes à la poussière. Dans le Coran, Dieu dit, je vous ai créé pour une vie de lutte. Donc nous ne devons pas rester les bras croisés, nous devons travailler. C'est ce culte du travail, ce culte de la formation, ce culte de la vertu qu'il faut développer chez les jeunes. Et à partir de ce moment-là, nous avons une vraie richesse qui peut amorcer le développement. Imam Makhtar Ndiaye, Djiby Diakhaté a évoqué le culte du travail, surtout côté religieux. Selon vous, que devront-on faire pour booster les jeunes côté travail et prendre conscience de l'avenir du continent qui est entre leurs mains? Oui, en fait, c'est de les aider quand même en leur octroyant en fait une très bonne formation, une éducation religieuse surtout de base. Vous savez, surtout une éducation religieuse de base, c'est ça qui nous manque aujourd'hui. Et je crois que l'éducation religieuse de base, elle est fondamentale, elle est capitale chez l'humain. Vous savez, si la personne bénéficie d'une bonne éducation religieuse de base, ce sera un citoyen modèle, n'est-ce pas? Un citoyen qui va contribuer, si vous voulez, au développement de son pays. Mais si toutefois elle rate cette éducation de base-là, il plonge dans l'animalité, n'est-ce pas? Et c'est ces comportements que nous assistons aujourd'hui. En fait, le sociologue ne va pas me démentir. Aujourd'hui, ces comportements que nous assistons dans notre société, c'est des comportements qui sont tout à fait identiques à l'animalité, n'est-ce pas? Et tout cela est dû à une question d'éducation religieuse de base. Donc, il faut que nos autorités, quand même, mettent l'accent, en particulier les parents d'abord, sur l'éducation religieuse de base. Elle est fondamentale pour que notre jeunesse ait une bonne formation, n'est-ce pas? Une très bonne éducation, hein, n'est-ce pas? Et en leur inculquant également le culte du travail, comme l'a dit Djiby, hein, parce que le travail, il est capital, en fait, chez le croyant, hein, n'est-ce pas? Si Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, après avoir achevé vos prières, mettez-vous au travail, n'est-ce pas? Le travail, c'est par son biais que le musulman ou le croyant parvient à préserver sa dignité, n'est-ce pas, et son honneur. C'est très important. Vous voyez, même dans l'histoire de l'islam, tous les prophètes qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous avait envoyés sur terre, malgré le rang de prophète, ils avaient tous un métier quand même. Donc, le travail, comme le disent souvent les philosophes, il sanctifie et anoblit l'homme, n'est-ce pas? Donc, je crois qu'il faut que nos autorités aident la jeunesse aujourd'hui, n'est-ce pas, en leur octroyant une très bonne formation, une éducation de base, n'est-ce pas, pour pouvoir sortir en fait de ce sous-développement quand même. Djiby Diakhaté, Imam Makhtar Ndiaye l'a dit, il faut que les autorités aident la jeunesse. Bon, les experts révèlent au niveau des pays de la sous-région ouest africaine une forte disproportionnalité entre le taux de croissance économique qui est de 5 à 6% et celui de la fécondité qui est de 6 à 7%. Nos autorités sont-elles conscientes de ce que représente la jeunesse au niveau africain? Alors, nous avons depuis les théories de Malthus une conception particulière de l'économie qui voudrait qu'il y ait un nivellement entre la croissance des ressources et la croissance démographique. Malthus avait considéré que les ressources s'accroissent de façon arithmétique, tandis que la population s'accroît de façon géométrique. Et il dit que donc, puisqu'il y a un accroissement qui n'est pas adapté à ces deux, donc qui est d'une certaine manière disproportionnée, il faut aller vers une sorte d'équilibre des naissances. C'est Malthus qui avait théorisé ça depuis longtemps. Après, nous avons un économiste du nom de Rostov qui a considéré que pour se développer, il faut que tous les pays du monde suivent le modèle occidental. Et ce modèle, il dit que c'est 5 étapes. La société traditionnelle, les conditions préalables au décollage, le décollage, la maturité et la consommation de masse. Ce sont les 5 étapes de la croissance économique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils nous disent que si vous voulez accéder au même niveau que nous, vous êtes obligé de passer par le même chemin que nous. Il n'y a pas d'autre chemin possible. Ce que l'on appelle cette conception unilinéaire du développement. Mais est-ce que tout le monde peut se développer avec le même modèle? Mais justement, c'est de cela, il faut un modèle africain de développement qui tienne compte de nos réalités, qui tienne compte de notre culture, qui tienne compte de nos us et de nos coutumes. Sinon, on risque de nous donner des chiffres, de nous dire que vous êtes en train de vous accroître sur le plan démographique selon tel rythme et vous avez des ressources qui s'accroissent de façon très lente. Il faut aller vers un équilibre et le seul moyen d'équilibrer, c'est de diminuer la population. C'est ça qu'ils nous disent. Maintenant, cette rationalité de type occidental n'est forcément
forcément pas celle qui répond, nous, à nos propres réalités et à nos propres représentations. Il y a aujourd'hui une possibilité d'avoir une voie africaine du développement. Aujourd'hui, les Occidentaux eux-mêmes se rendent compte que le développement dont ils ont parlé jusque-là n'est pas aussi opératoire que ça. Ils parlent de développement durable. Et quand ils ont parlé de développement durable, ils parlent aujourd'hui d'indice de développement humain, l'IDH. Parce que pendant longtemps, ils parlaient de développement au plan quantitatif. Qu'il y a des immeubles, qu'il y a des routes, qu'il y a etc. Mais on se rend compte que malgré ce développement quantitatif matériel, il y a encore des problèmes dans ces pays. Donc, il faut un développement humain, c'est-à-dire qui permette à l'homme d'accéder aux soins de santé, d'accéder au savoir, d'être bien traité, que sa dignité soit reconnue, que cette personne développe un sentiment d'appartenance à une localité et que cette localité lui redonne cette fierté, cet enthousiasme d'être un de ses enfants. Mais vous avez à partir de ce moment-là un type de développement qui met l'accent sur le bien-être. Et ce n'est pas toujours quantitatif. Je vous assure, madame, qu'il y a des gens qui ont toutes les richesses matérielles possibles et imaginables au monde, mais qui vivent dans le désarroi au quotidien. Vous avez des gens qui ont le minimum, qui vivent dans la décence et qui sont heureux. Ce que Albert Tedioveré appelle la pauvreté-richesse des nations. Quand il parle de la pauvreté-richesse, c'est que les gens peut-être n'ont pas ce niveau de développement matériel, mais ils ont un niveau de développement humain élevé, qui met l'accent sur les solidarités, sur les relations avec les autres, que quand j'ai des problèmes, je vois qu'il y a les autres qui me viennent en solidarité, qui me témoignent leur solidarité, leur présence, leur commisération. Je suis plus heureux dans ces conditions que dans toute autre condition que ce soit. Je crois que de ce point de vue-là, il faut pas peut-être développer une fierté africaine, une exception africaine, mais oser revendiquer, nous, notre propre projet de société. Dire, voilà le type de bonheur auquel nous voulons accéder. Voilà le type de développement que nous voulons construire, qui est un développement à la fois matériel, humain, moral, etc., qui tienne compte de plusieurs facteurs. Et je crois que quand nous prenons la cosmogonie négro-africaine, à travers, surtout, j'aime bien le conte de Koumba l'orpheline. Koumba l'orpheline, c'est une petite fille qui a perdu sa maman, notamment très tôt. On lui a demandé d'aller chercher de l'eau à la rivière de Ndayan en se disant qu'elle va perdre la vie là-bas. Non seulement elle est allée là-bas, elle a trouvé de l'eau, mais elle a en plus ramassé des pépites d'or. Qu'est-ce qui lui a permis d'avoir ce développement-là, c'est-à-dire de l'eau, de l'or, de la richesse, mais c'est parce qu'elle avait un comportement exemplaire. Et ce comportement exemplaire, c'est ça la vraie richesse. Vous formez un homme, vous faites de cet homme quelqu'un qui est bien formé, qui a des valeurs, qui a un comportement exemplaire, qui dispose du savoir et du savoir-faire, vous avez créé de la richesse. Vous avez créé des routes, vous avez créé des ponts, au même instant les hommes ne sont pas formés, il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de représentation positive, il n'y a pas de pratique bonne, il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas de solidarité. Tout ce que vous avez créé conduit à la pauvreté, ça conduit à la déchéance. Et je crois que de ce point de vue-là, nous devons être fiers de revendiquer un chemin africain de développement. Et si vous prenez le cas du Sénégal, je vais terminer avec ça, je crois que nous avons des pionniers qui nous ont montré au Sénégal et en Afrique de façon générale, qu'il y a possibilité de connaître le bien-être, de vivre dans la décence la plus totale, mais en s'ouvrant aux autres et en restant humain. C'est les Cheikh Ahmadou Bamba, c'est les Seydi Hadji Malick Sy, c'est les Seydou Nourou Tall, c'est les Seydi Ablaye Niass, c'est ici le Mahdi Limamou Laye, et c'est le cardinal Thiandoum. C'est d'autres aussi qui ont travaillé dans le sens de nous dire, mais voilà, respectons l'homme, développons la solidarité. Et aujourd'hui, dans leurs entreprises en Occident, eux-mêmes, ils parlent de capital spirituel. En Occident, ils sont en train de se dire que, vous avez vu à France Télécom, il y a de cela quelques années, des suicides en cascade dans une même entreprise. Et pendant un mois, il y a eu plus de 10 cas de suicides dans la même entreprise. Les gens se disent, mais c'est quoi notre problème? Il faut développer le capital spirituel. Depuis Max Weber, on le sait, l'éthique protestante a une relation avec le développement des choses. Donc on est obligé de retourner à la religion et c'est eux-mêmes qui sont en train de dire, nous sommes perdus et la seule voie qui nous permet de nous retrouver, c'est la voie spirituelle. La spiritualité, ce n'est pas forcément la religion, mais que l'on tienne compte de ces valeurs spirituelles supérieures à l'esprit humain, mais qui oriente l'esprit humain, qui féconde le cœur humain et qui l'oriente vers de bonnes choses. Et je crois que c'est cela notre voie. Nous devons la revendiquer et nous ne devons avoir aucun complexe par rapport à l'homme noir et par rapport à l'homme blanc. Emancipate yourselves from mental slavery. None body but ourselves can free our mind. C'est Bob Marley qui parle comme ça.
Voilà. Imam Makhtar Ndiaye, aujourd'hui, il faut vraiment, en tant que religieux, comme Djibi l'a dit, en fait, c'est la spiritualité souvent qui l'emporte, n'est-ce pas? Et par conséquent, il nous faut, je crois, sensibiliser quand même nos acteurs, nos autorités, en fait, qui développent ces thèses-là, en fait, qui sont contre la natalité. Vous savez, dans la religion musulmane, le fait de réduire les naissances, en fait, d'abord, ça, c'est une interférence quand même avec la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est détourner en quelque sorte l'objectif même du mariage. Vous savez, on ne se marie pas pour le simple plaisir quand même. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, même dans le Saint-Coran, n'est-ce pas, de cohabiter étroitement avec vos épouses et de chercher en fait dans cette cohabitation ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit pour vous, c'est-à-dire des enfants. Donc l'objectif premier donc, du mariage, c'est d'avoir des enfants, n'est-ce pas? Et pour ce qui est aussi des natalités toujours, l'autre conséquence, c'est un péché énorme. En fait, c'est un délit même de meurtre, le fait de réduire les naissances quand même par les méthodes contraceptives. Vous savez, dans le verset, là, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Wala taqtulu nafs », n'est-ce pas? Là, il a utilisé le mot tuer. En fait, ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté, n'est-ce pas? Hein? C'est nous qui, comment dirais-je, qui assurons leur subsistance, n'est-ce pas? Les péchés, les tuer constitue un grand péché, un péché énorme. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala assimile donc ces méthodes contraceptives donc à des questions de meurtre, pour vous dire donc le danger qu'il y a en fait sur ces questions de contraception. Donc, nous, en tant que religieux, je crois que nous devons davantage sensibiliser quand même nos acteurs qui sont en fait dans ce domaine pour qu'ils puissent savoir vraiment les conséquences néfastes en fait de ces actes-là. Justement, sensibiliser nos acteurs. Tantôt dans vos propos, Djibi Diakhaté, vous avez parlé de modèle de développement qui devrait être propre à l'Afrique pour que l'Afrique ait son propre modèle, justement. Quel modèle de développement pour faire de cette croissance accélérée en atout plutôt qu'un facteur de sous-développement pour l'Afrique? Alors, l'Afrique se dit: j'ai été victime d'un certain nombre de problèmes qui, historiquement, m'ont été causés par les Occidentaux. C'est l'esclavage, quand même. C'est un but historique que nous avons encaissé. Deuxième but historique que nous avons encaissé, c'est la colonisation. Il ne faut pas voir que le colonisateur, c'est quelqu'un qui était venu pour piller nos ressources économiques. C'est clair, Jules Ferry l'avait dit depuis longtemps, que la politique coloniale est fille de la politique industrielle. Autrement dit, nous sommes venus en Afrique, c'est pour prendre leurs ressources et développer nos industries. La politique coloniale est fille de la politique industrielle. Donc, politique coloniale, c'était piller les ressources économiques. Mais piller les ressources économiques, c'est moins grave. Ce qui est plus grave, c'est les ressources culturelles qu'ils ont pillées. C'est-à-dire qu'ils ont remis en cause nos pratiques, nos représentations, nos croyances. Ils ont voulu faire de nous des blancs à la peau noire. Comme dit Frantz Fanon, peau noire, masque blanc. Donc, la colonisation, c'est un autre problème. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre la néocolonisation. Nous sommes en train de vivre la mondialisation, qui sont des pratiques qui marginalisent davantage le continent africain. Alors, qu'est-ce que l'Afrique devrait faire par rapport à cela? Moi, je crois que ce que l'Afrique devrait faire, c'est aujourd'hui évaluer les ressources qui sont disponibles. Quand je parle de ressources disponibles, c'est aussi bien les ressources du sol, du sous-sol, que les ressources humaines dont on dispose. Et on en a. Alors, une fois qu'on a évalué ces ressources, comment les utiliser pour exploiter notre nature selon un modèle que nous avons établi? C'est quand je dis selon un modèle que nous avons établi, ça veut dire qu'on exploite la nature, mais sans pour autant l'agresser. Parce qu'aujourd'hui, c'est le problème que rencontrent les Occidentaux. Ils ont complètement agressé la nature, et aujourd'hui, on parle de protection de la nature. Pour l'Africain, on n'a pas besoin de lui donner de leçons de protection de la nature. Parce que dans nos traditions, la nature est sacrée. Vous le savez très bien. On ne tue pas les animaux n'importe comment, on ne coupe pas les arbres n'importe comment, on ne va même pas à la mer n'importe comment. Il y a toujours un certain nombre il y a une relation à la limite sacrée que le noir établit avec la nature. Senghor l'avait dit dans Liberté 1 depuis longtemps. Le révérend père Placide Temple cela dit aussi dans un ouvrage qui est intitulé La philosophie bantou. Donc, nous exploitons, nous, la nature, nous développons les ressources en fonction, nous, de notre propre modèle. Et après, qu'est-ce que nous faisons? Ce que nous faisons, ce n'est pas nous arc-bouter sur nous-mêmes, nous enfermer sur nous-mêmes, mais nous ouvrir aux autres. Nous ne devons pas avoir peur de l'ouverture. Il faut aller vers le monde. Mais puiser le bon. Mais absolument. C'est-à-dire qu'y aller avec une force de proposition.
parce que nous avons des choses à donner au monde. Ils ont des choses à apprendre de nous. Mais nous avons des choses aussi à apprendre d'eux. Mais apprendre des choses qui sont bonnes et à établir des synthèses. Ce qui est mauvais, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le complexe d'infériorité par rapport à l'autre. C'est développer un esclavage mental. Or, si on ne fait pas attention, nos politiques avec les systèmes qui sont mis en place, système éducatif, la politique de diplomatie, le rapport que nous avons avec les autres, Macron qui nous dit ce que nous avons à faire, et tout de suite vous allez avoir les résonances dans les chancelleries africaines. C'est ça qu'il faut arrêter. Il faut arrêter, c'est la réaction. Il faut maintenant agir, mais agir à partir de nos propres plans. Et c'est possible. Je disais la dernière fois, je termine avec ça, qu'un maître coranique, il a plusieurs disciples dans son école. Et des disciples qui sont de niveaux différents. À la limite, s'il a 5 disciples, vous avez 5 niveaux différents. S'il en a 50, vous avez 50 niveaux différents. Et il les gère. À l'arrivée, tous ses disciples vont réciter le Coran. Chez nous, vous prenez un instituteur, vous lui donnez une classe avec 2 niveaux différents, ce que l'on appelle les classes multigrades. Il a des soucis, parce qu'il se dit que pédagogiquement, ce n'est pas possible. Alors, comment le maître coranique réussit à faire avec 50 disciples de niveaux différents et il s'en sort? L'instituteur qui a 2 classes différentes a des soucis. Je crois que l'instituteur doit aller apprendre chez le maître coranique. C'est ça, ce sont ces clivages qu'il faut lutter, qu'il faut changer. De la même manière que le maître coranique a à apprendre de l'instituteur. C'est ça que j'appelle ces liens que nous devrions établir de façon intelligente. Cette synthèse intelligente entre la tradition et la modernité. Senghor en parlait depuis longtemps quand il parlait de compagnonnage entre Soukaina et Isabelle. Quand il parlait d'enracinement et d'ouverture, il se trouve que je crois que notre politique d'ouverture n'est pas une politique qui a été bien gérée. Qui fait que finalement, et si on ne fait pas attention, on risque de tomber dans une sorte de mimétisme de l'Occident. Tout ce que l'Occident fait est bon, tout ce qu'ils disent, c'est bien, mais nous, tout ce que nous faisons est mauvais, il faut calquer sur eux. Quand je vais en vacances en Paris, je suis heureux, je le dis partout. Quand je vais en vacances à Honolulu, je suis heureux et je le dis partout. Par contre, quand je vais en vacances à Warhol, j'ai des problèmes. Quand j'ai un sac qui me vient d'Italie, je le montre partout. Par contre, quand j'ai un sac qui me vient de Ngaï Mehe, je montre un complexe d'infériorité. Comment on peut se développer dans ces conditions? Je vous vois, Imam Akhtar, en train de sourire par rapport à ce propos. Je sais. Donc, il faut combattre ce complexe d'infériorité, n'est-ce pas? Et pour revenir justement sur le propos de Djibi, sur en fait la conception du développement. En Afrique, nous avons une conception de développement tout à fait différente de l'Occident. Nous, notre concept de développement, c'est basé sur des valeurs, des vertus, n'est-ce pas? La solidarité, le partage, l'entraide, n'est-ce pas? Les relations entre les gens, n'est-ce pas? Et sur une bonne moralité, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas comme en Europe où pour eux, le développement, c'est strictement matériel, n'est-ce pas? C'est basé sur la nouvelle technologie, sur le matériel, n'est-ce pas? Donc, c'est tout à fait différent. Donc, ici, en Afrique, nous avons nos propres réalités, n'est-ce pas? Qui sont des réalités souvent qui ne sont pas en porte-à-faux avec la religion, Parce qu'un développement qui se base sur l'entraide, n'est-ce pas, la solidarité, le partage, qui sont des concepts qui sont, si vous voulez, qui collent avec la religion, n'est-ce pas? Allah subhanahu wa ta'ala. L'acceptation de soi, je ne vous coupe pas, être fier de ce que l'on est. Être fier de ce que l'on est, et c'est ça, c'est très important. Et c'est des concepts que la religion nous enseigne, n'est-ce pas? Allah subhanahu wa ta'ala ne cesse de nous le recommander. Si vous voyez pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a instauré le 3e pilier de l'islam, qui est la zakat, n'est-ce pas? C'est pour d'abord réduire, n'est-ce pas, l'écart existant entre les riches et les pauvres. Parce que dans une société, s'il y a un écart, n'est-ce pas, un peu, je ne sais pas, un écart de trop entre les riches et les pauvres, ça va créer des problèmes d'insécurité, n'est-ce pas? Sinon, il faut que les pauvres, les riches aident, n'est-ce pas, sur le peu qu'ils ont, aident les pauvres pour créer un équilibre, n'est-ce pas? Entre guillemets quand même, pour qu'il n'y ait pas de violence. Mais si toutefois dans une société, il y a des riches et des pauvres, si cet écart n'est pas réduit, et que les riches n'aident pas en fait les pauvres, finalement ça va créer une haine, n'est-ce pas? Un sentiment de haine, de jalousie, ce qui va sans doute créer des agressions, des meurtres que nous assistons aujourd'hui. Donc c'est
à cause de cela, Allah subhanahu wa ta'ala a instauré la zakat, n'est-ce pas, pour réduire donc cet écart existant entre les couches, n'est-ce pas. Il a en même temps institué la zakat pour combattre le phénomène que nous avons tous, la pauvreté, n'est-ce pas. Donc il nous faut s'acquitter de cette aumône légale pour combattre la pauvreté, pour combattre la mendicité, pour réduire l'écart existant donc entre les différentes couches de la société, n'est-ce pas. Voilà, nous passons maintenant à la deuxième partie. Nous allons parler du dividende démographique en Afrique. Djiby Diakhaté. Oui, ça repose encore la même situation. L'idée qu'au fond, les couples, ils mettent au monde beaucoup d'enfants et qu'il va falloir maîtriser tout ça de manière à ce que ça soit en harmonie avec les efforts de développement économique qui sont par ailleurs menés par les politiques. Donc l'idée est de dire que nous n'avons pas beaucoup d'entreprises, nous n'avons pas beaucoup de champs, nous ne pouvons pas employer tout le monde. Les familles elles-mêmes n'ont pas la possibilité de scolariser tous leurs enfants, elles n'ont pas la possibilité de prendre en charge les soins sanitaires pour ces enfants, etc. Et donc, pour lutter contre tout ça, il faut vraiment dire que la population devrait être limitée, comme en Chine, on l'a fait à un certain moment. Un couple n'a droit qu'à un seul enfant. Ici, on parle de 3, etc., des proportions. Alors, ça revient au même. L'idée, c'est simplement, encore une fois, de dire que si le développement doit être simplement quantitatif et matériel, ce n'est pas un vrai développement. On parle de mal développement, le cas échéant. Par contre, si le développement retourne à l'humain, met l'accent sur le bien-être de l'espèce, parce que toutes les espèces sont des créatures divines et ont le droit à la vie. L'homme n'a pas le droit de remettre en cause ce que Dieu a institué. C'est l'imam qui devrait parler peut-être comme ça. L'imam a parlé tout à l'heure de zakat, qui est une façon de lutter contre la pauvreté, d'aider les couches qui sont les plus défavorisées. Mais dans la conception de l'islam, l'aide devrait aider à se passer de l'aide. C'est-à-dire que promouvoir les capacités économiques, les capacités de production de ces catégories, pour que finalement ces catégories soient autonomes, qu'elles aient la possibilité de se prendre en charge. Moi, je crois qu'il est parfaitement possible, dans nos sociétés, de retourner à ces types d'enseignements et de les assumer. De se dire que nous ne sommes pas nombreux. On dit 14 millions de Sénégalais, 15 millions de Sénégalais, ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas un problème. Aujourd'hui, on vous dit l'université, il y a beaucoup d'étudiants. Nous avons autour de 200 000 étudiants, mais si on se réfère aux standards internationaux, c'est largement insuffisant. Il n'y a pas suffisamment d'écoles. Donc, je veux dire qu'il y a encore de la place. Il y a encore de la place pour beaucoup d'êtres humains. Il y a de la place pour de la solidarité, il y a de la place pour le travail, tout dépend de la politique qui est mise en place au niveau central et au niveau décentralisé. C'est important, parce qu'en fait, au niveau central, ce que l'État peut faire, c'est édicter des politiques et essayer de les mettre en œuvre, mais au niveau décentralisé, nous avons des structures, comme dit l'acte 3 de la décentralisation, qui doivent procéder à une sorte de territorialisation des politiques publiques. C'est-à-dire, on met en place des politiques publiques qui tiennent compte des réalités locales. Et donc là, il me semble que nous avons par exemple la pharmacopée traditionnelle qui peut permettre de faire des bons en avant si on avait valorisé cette pharmacopée traditionnelle. Mais non, on ne peut pas dire que nos ancêtres ne se soignaient pas. On ne peut pas dire qu'il n'y avait pas de maladies chez nos ancêtres. Il y en avait des maladies. Et ils se soignaient bien avec les médicaments traditionnels. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui de cette famille? C'est ça que je dis, c'est complexe. Vous allez en Chine. Les gens ont développé leur médecine traditionnelle en Chine. Ils sont très en avance. Très en avance. Ça leur permet de régler beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, il y a même certains d'entre nous qui font recours à ce type de médecine-là pour se prendre en charge quand ils sont malades. Alors que nous avons ces ressources qui existent ici, que nous sommes en train de perdre. Alors moi, je crois qu'en termes de dividendes démographiques, il faut, encore une fois, considérer que nous ne sommes pas nombreux. Il faut, moi, quand un jeune couple se marie, la prière que je formule pour ce jeune couple-là, c'est d'avoir beaucoup d'enfants. Djiby Diakhaté, vous dites qu'on n'est pas nombreux, mais comptant 1 à 2 milliards d'habitants en 2017, l'Afrique devrait avoisiner dans les 2,5 milliards en 2050. Oui, mais très bien. Et sa population pourrait même quadrupler. Oui, mais très bien. Il faudrait qu'une bonne organisation politique, une bonne organisation des hommes pour gérer les ressources qui sont à leur disposition. Il y aura encore des ressources. Il y a des ressources qui sont encore inexploitées. Il y a des ressources qui sont exploitées pour le compte des autres. Il y a des richesses qui ont fait l'objet d'un accaparement par une minorité. Et vous avez une majorité qui doit vivre dans la déchéance la plus totale. On vous dira que 80% des ressources qui existent dans le monde sont concentrées entre les mains de 20% de la population. Et vous avez, c'est une absurdité. Donc il y a toutes les ressources qui sont disponibles, mais le problème qui se pose, c'est la clé de répartition. Il y a certains qui en ont
excessivement trop, et vous avez d'autres qui n'ont rien du tout. Et vous avez donc ce clivage-là qui est très grand, dont parlait l'imam tantôt. Vous avez ce gap, cet écart qui est très grand et qui pose des problèmes. Ça, même la philosophie marxiste, qui est une philosophie anti-religieuse par excellence. La philosophie marxiste dit qu'il faut lutter contre ces écarts en développant plus de solidarité et en faisant en sorte qu'il y ait des politiques sociales qui prennent en compte la situation des catégories les plus défavorisées. Je ne vous coupe pas, Imam Mactar Ndiaye, dans une réaction tout à l'heure avec les Sénégalais qui se sont prononcés par rapport à la limitation des naissances. Oui, parce que... Comment faire justement, bon, parce qu'il faut scolariser les enfants à leur âge mature, leur chercher du travail. Avec tout cela, quand même, faudrait modérer les choses, vous ne pensez pas? Oui, si vous voyez, par exemple, la plupart des couples, en fait, ils s'adonnent à ces méthodes contraceptives pour peut-être fuir des charges supplémentaires, n'est-ce pas? Pour des questions purement économiques, n'est-ce pas? Ou des soucis d'éducation. Et ces questions-là sont tout à fait réglées par l'islam. Vous voyez le verset que je disais tantôt, donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté. Les tuer, c'est nous qui attribuons leur subsistance. » Tout comme à vous, n'est-ce pas? Donc, si c'est des questions économiques, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que ça ne relève pas de votre domaine, n'est-ce pas? Hein? Faites des enfants, ne vous souciez pas des problèmes économiques, n'est-ce pas? L'autre problème, des problèmes d'éducation. Vous savez, l'individu doit aussi prendre ses responsabilités. Dès l'instant que vous optez à prendre une épouse, à fonder un foyer, vous devez en même temps prendre vos responsabilités d'éduquer les enfants qui vont naître en fait de cette union-là, n'est-ce pas? Donc je crois qu'en quelque sorte c'est une fuite de responsabilité. S'il s'agit d'aider sur le plan économique, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ça ne relève pas de votre domaine. Mais faites des efforts quand même, travaillez, n'est-ce pas, à la sueur de votre front, faites des efforts sur terre. Quand pour les problèmes d'éducation, ça, vous prenez votre responsabilité d'éduquer vos enfants. Et aujourd'hui, ce que nous assistons dans nos sociétés, le sociologue ne va pas me démentir, il y a une fuite de responsabilité avérée de la part de certains parents, n'est-ce pas, qui ne ménagent aucun effort en ce qui concerne l'éducation de leurs enfants. Vous savez, un enfant, il faut l'éduquer. Le parent doit prendre son temps, doit faire des efforts pour éduquer son enfant, n'est-ce pas? Oui, et oui, tout ça, préparer son avenir et tout. Préparer son avenir, tout ça, ça entre dans le cadre de l'éducation. Donc ça, c'est le parent qui doit le faire en personne. Mais aujourd'hui, vous savez, avant d'envoyer ton enfant à l'école ou au dara, n'est-ce pas, il y a une éducation de base préalable que le parent en personne doit inculquer à son enfant. Aujourd'hui, si on parle de ces problèmes-là à l'école, au dara, tout ça, ça veut dire qu'il y a une éducation de base en fait que le parent devait mettre sur l'enfant. Il n'a pas en fait. Qui ne se fait plus avec la mondialisation. Il faudrait dire que beaucoup de parents n'ont plus de temps pour éduquer leurs enfants. Donc c'est des questions qu'on doit traiter ainsi. Ces questions d'éducation, c'est nous, ça dépend de nous. Les questions économiques, ça, Allah subhanahu nous dit de faire des efforts, de travailler à la sueur de notre, parce qu'on est venu sur terre pour travailler, n'est-ce pas, pour travailler à la sueur de son enfant et nourrir tes enfants. Alors, Djiby Diakhaté, on dit que d'ici 2060, l'Afrique comptera beaucoup plus de jeunes que dans les autres continents du monde, presque à 2 milliards. Bon, va-t-elle détruire ou construire le continent, cette boule de jeunes? Tout dépend de l'orientation, de la pente que l'Afrique prendra entre-temps. Et selon vous, quelle sera cette pente? Oui, cette pente, c'est que si aujourd'hui les Africains, surtout au niveau gouvernemental, sont conscients des richesses dont ils disposent et mettent en place des politiques rationnelles pour exploiter ces ressources et pour encadrer les jeunes, je crois que ceux-là qui viendront, nous leur léguerons un héritage qui leur permettront évidemment de vivre convenablement. Parce qu'on parle de développement durable. Développement durable, ça veut dire que moi, je dois profiter de la nature autant que je peux, sans pour autant détruire la nature, mais je dois penser aux générations qui viendront. C'est ça l'idée de développement durable, un développement qui dure dans le temps. Donc on parle de 2060, mais ça veut dire qu'on pense aussi à demain, qu'on pense à après-demain, que nous avons une mission, que la mission que nous avons aujourd'hui, qu'on s'en acquitte convenablement. Et les autres générations qui viendront verront que nous avons balisé le chemin pour elles. Et elles n'auront pas beaucoup de difficultés pour continuer à vivre et pour léguer aussi un espace qui soit viable aux générations qui viennent. Et par rapport à ce balisement, justement, pensez-vous que nos autorités sont sur le bon chemin? Je crois qu'il y a un effet qui est en train de se développer de plus en plus. Avant, je crois que nous avions des autorités qui étaient trop collées au modèle
de l'ancien colonisateur. Aujourd'hui, de plus en plus, il y a quelque chose qui vient des populations. C'est que maintenant, une autorité en Afrique ne peut plus se permettre de faire n'importe quoi. Vous avez des citoyens qui deviennent de plus en plus des actionnaires. Actionnaires, comme dans une entreprise là, ils disent je suis actionnaire et je dois protéger mon action. Parce que dans les entreprises aussi, on parle de dividendes. C'est ce qu'on doit donner à chaque actionnaire. Donc, aujourd'hui, vous avez un citoyen de plus en plus actionnaire qui devient exigeant. Qui devient de plus en plus... Parce que bon, il y a les médias aussi qui ont joué un rôle important. Il y a la société civile qui se développe, il y a etc. Et donc, le niveau de maturité politique, de maturité démocratique, parce que la démocratie, ce n'est pas seulement des élections. Il y a une prise de conscience, collective. Qui devient de plus en plus importante. Et cette prise de conscience... Parce qu'en fait, l'autorité est obligée de tenir compte de ça. Si vous avez une population qui ne comprend rien, etc., on vous laisse faire. Par contre, si vous avez une population qui devient exigeante, qui vous dit ça, je ne l'accepte pas, vous ne pouvez pas aller dans telle ou telle autre direction. Et je crois que c'est ça qui est en train, heureusement, de s'installer en Afrique. On peut penser, évidemment, que dans les années à venir, nous, on va avoir un gap entre gouvernants et gouvernés qui va être rétréci. Des gouvernés qui vont être beaucoup plus présents, n'est-ce pas, qui vont peser de leur poids dans les orientations politiques, dans les choix politiques. Et je crois que ça peut changer beaucoup de choses dans les années à venir. Je pense évidemment que ça peut aller dans le bon sens. Et pour terminer rapidement, avant de passer à Imam Makhtar Ndiaye pour boucler cette émission, le modèle de coopération sud-sud inspiré par le Maroc, pensez-vous qu'il peut être un bon modèle de développement pour le continent? Je dois louer ici le modèle qui est mis en place par le Maroc. Le Maroc est un pays du Sud qui favorise la coopération Sud-Sud, donc par l'appui au développement, par le transfert de technologie, le transfert de compétences. Donc le Maroc travaille dans ce sens-là. Mais le Maroc, au-delà de ce transfert de compétences, de cette aide économique, le Maroc aussi, c'est un pont sur le plan des valeurs. Le tijanisme, la tijania, entretient des relations très fortes avec le Maroc. Et disons, toute la zone ouest africaine est une zone, si vous voulez, très imprégnée par le Maroc du point de vue de ses valeurs religieuses, de cette tidjania-là que les Marocains ont su garder et sur la base de ça, développer des liens diplomatiques très forts avec tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. C'est un élément important. Le Maroc a cherché à être membre de la CEDEAO. Ça, c'est pas n'importe quoi. Ça veut dire que moi, je revendique mon ancrage en Afrique et donc je suis lié au Sud de façon importante. Mais la chose la plus importante, c'est que le Maroc dit « je veux être présent dans le monde ». Le Maroc, aujourd'hui, dans le Gotha des pays arabes, a un poids extraordinaire, une influence extraordinaire. Voilà un pays du Sud respecté par tous les pays arabes du point de vue de ses schémas, de ses choix et de ses orientations politiques. Ne l'oubliez pas, le printemps arabe avait fouetté beaucoup de pays, surtout les pays maghrébins, mais le Maroc a fait exception. Parce que, précisément, il me semble que le modèle de leadership qui est mis en place au Maroc constitue un modèle qui est très pertinent. Donc, au niveau des pays arabes, mais au niveau même du Nord, de façon générale, aujourd'hui, le Maroc est respecté avec les choix qui sont pris. Aller au Maroc, j'ai eu la chance de visiter le Maroc. Vous vous rendez compte, évidemment, que vous êtes en présence d'un pays qui fait des bonds en avant et qui, aujourd'hui, ne développe aucun complexe par rapport aux pays développés. Qui dit, je veux être dans une dynamique de compétition avec les pays développés et je revendique, et c'est ça qui est important, je revendique ma personnalité. Le Maroc n'a jamais, à un moment ou à un autre, remis en cause sa personnalité, son identité. Et je crois que c'est important, c'est ce dont nous parlons tantôt, le fait d'être arc-bouté à son identité et de se développer à partir de cette identité. Voilà le modèle que le Maroc nous a proposé. C'est ce qu'il faut à l'Afrique, Imam. Qu'en pensez-vous? Oui, c'est ça, hein, c'est la coopération, l'entraide quand même. C'est les bases en fait du développement. Parce qu'on ne peut pas se contenter de ton pays seulement, dire que vraiment je vais essayer de me suffire sur moi-même et puis sans ouverture. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase d'ouverture quand même. Il faut s'ouvrir au monde entier. Il faut souvent prôner le culte de la coopération, de l'entraide, de la solidarité entre les pays, n'est-ce pas? Entre les gens, entre les pays, c'est un impératif quand même pour sortir de ce développement maintenant. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Je vous rappelle qu'on a parlé de la croissance démographique en Afrique, si elle constituait un facteur de sous-développement ou un atout pour le continent. Et nous étions avec, je vous le rappelle, Djiby Diakhaté, qui est professeur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et directeur de l'école doctorale de l'Institut africain de management, IAM. Merci Djiby Diakhaté. Je vous en prie. Voilà, et l'imam Makhtar Ndiaye, membre de la Croix-Rouge sénégalaise et
l'animateur de la grande causerie sur la chaîne nationale sénégalaise, la RTS1. Merci, je vous en prie, merci. Voilà, merci d'être resté en notre compagnie. Le débrief revient la semaine prochaine sur Média TV Afrique. Merci.